commencera par... Ah, parfait. Ouais, c'est On bon. commencera par la présentation du professeur Fantoni et puis on enchaînera donc tout à la fin, on fera ça en plus pour la présentation de notre partenaire si les gens sont intéressés en fonction. Hop, je vais couper mon micro après, il y a mon chat qui miaule. Voilà. Bon, ça se remplit tout doucement. On est à 26. Hop, et pour le premier débat NIMT de l'année, bon bah ça fait du bien, on commence en... C'est bien, hein. Ben ouais, ouais, bien organisé, là, comme c'est bien passé, les gens sont motivés aussi, ça a inquiété aussi beaucoup de gens avec notamment le début du semestre, forcément la priorité n'est pas de perdre son lundi matin à regarder un débat NIT, mais je suis très content que les gens aient réussi justement à se motiver un peu, bon ça c'est... Eh oui. Bon, peut-être que la prochaine fois, si 18h30 c'est trop tôt, on pourrait le décaler, hein. Bon, à voir en on fonction, hein. regardera. Pour moi, On verra. 18h30, ça convient très bien. C'est bien, hein. Faut voir aussi, on verra en fonction des Mm, retours. mm. Ça marche. D'accord. Les dernières nouvelles, on me dit on est à 86 inscrits. 86 inscrits. Bon, les, Ouais, les gens sont, de toute façon, les gens sont grands, ils arriveront à arriver au fur et à mesure. Puis dans tous les cas, voilà, c'était 86 personnes intéressées, je considère. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a la retranscription. Eh bah, très bien. Hop. Alors, bonjour, on était censé être mis au courant comment? Car perso, j'ai eu l'info que tout à l'heure. Bon, oups. Alors, typiquement, l'idéal en fait, c'est de suivre. Forcément, les communications sont, les canaux de communication sont assez restreints. On essaye toujours de passer avant tout par les canaux officiels, c'est-à-dire l'ANIMT groupe, l'ANIMT Instagram, l'ANIMT LinkedIn dans une moindre mesure, mais pas cette fois l'animt Facebook. Après, l'idéal, c'était par les internes référents de vos villes. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un peu le donné au dernier moment. Et bah en tout cas, 18h30, et bah, je pense que je vais pouvoir laisser la parole à professeur Fantoni. Hop. Bonjour, professeur. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Et puisque vous êtes tous les deux là, restez, je vous en prie, comme ça au moins je vois deux visages et non pas que des noms, parce que là, je vais déprimer, hein, sinon, hein. Pas de Ça souci. marche. Pas de Alors, souci. euh, donc Sophie Fantoni, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeure de médecine du travail à Lille. Et Nicolas et Priya m'ont demandé de présenter. Alors, je dis toujours que je suis à votre disposition, même de façon formelle ou informelle, bah, parce que voilà, si vous avez besoin de topo dans mon champ de compétences, vraiment, je me fais toujours un plaisir de pouvoir le faire. Vous avez bien des sujets d'intérêt, donc je comprends bien que il n'y ait pas que mon champ de compétences qui vous intéresse, mais je suis facilement sollicitable et encore une fois, je trouve qu'il ne faut pas hésiter. C'est des petites opportunités très courtes qui permettent effectivement d'échanger. Alors, après avoir discuté, je n'étais pas sûre que ce premier thème intéresse vraiment tout le monde parce que c'est quelque chose que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu. Mais aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de pouvoir discuter et je compte beaucoup sur votre retour et vos questions éventuelles. Pour vous présenter un travail, je vais partager mon écran juste après. Je pense que j'ai le partage, hein, Priya, c'est bon, je pourrais partager, mais Oui, enfin, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Pas de souci. voudrais partager avec vous une enquête qui a été faite en partie par un interne de médecine du travail de Lille, mais pas seulement, par un juriste également de Master 2, mais également un groupe de médecins du travail expérimentés pour analyser 4500 préconisations de médecins du travail. On appelle ça traditionnellement des annexes 4. Les annexes 4, c'est ce qui donne suite à toute visite qui donne lieu à des aménagements. Donc, je vais partager sans... Ah, vous avez désactivé le partage. Alors,
Partage. Plusieurs participants peuvent participer. Oui, donc on va Ça, faire c'est ça. celui-là. C'est bon? Attendez, j'ai regardé. Oui, c'est bon. Ouais, Donc, je super. regarde sur mon diaporama. Est-ce que Ah, vous le voilà. voyez? C'est bon? Oui, c'est bon, tout va. On voit. Impeccable. Alors, je vais pas forcément passer trop de temps sur la méthodo, etc., parce que je vais vous en dire un mot comme ça, oralement. De toute manière, je peux très bien vous envoyer le diaporama. Il n'y a pas de souci. Ça fera une publication au minimum. Elle est envoyée là dans les archives des maladies professionnelles. Mais je voudrais aussi la diffuser dans une revue de droit parce que vis-à-vis bah, du monde des DRH, etc., c'est quand même intéressant d'avoir cet éclairage, quoi. Euh, Ce que je voudrais avec vous, c'est vous présenter un petit peu le résultat de cette étude, mais surtout vous faire réagir sur des choses à propos desquelles vous ne seriez pas d'accord. C'est-à-dire qu'on a fait des catégories pour classer ces avis. Et je sais, puisque j'ai quand même beaucoup d'amis dans le monde de la médecine du travail, que nous, on avait fait un webinaire pour le présenter il y a peut-être un mois. Mais c'était un webinaire vertical, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de temps d'échange. On avait laissé les gens poser des questions en amont, mais pas le jour du webinaire parce que c'était trop court. Mais là, on va laisser un petit temps de questions-réponses. Et je vous dirai quelques réactions qui ont eu lieu et qui m'ont été évidemment, qui me sont revenues. Mais je trouvais ça intéressant, ces réactions, et je voudrais partager avec vous ces réactions pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Donc, je vais d'abord vous présenter l'étude, puis après, il y aura un temps de questions spontanées. Et ensuite, je voudrais effectivement échanger avec vous, moi-même vous poser des questions. Alors, l'idée, c'était que les préconisations des médecins du travail, c'est déjà un problème vis-à-vis des entreprises parce qu'elles ont souvent du mal à les mettre en œuvre. Souvent, elles font comme si de rien n'était, ou alors elles ne comprennent pas tout, ou elles ne veulent pas comprendre. Et parce que c'est compliqué, je m'étais dit que c'était intéressant de rentrer dans le détail de ces préconisations, encore une fois appelées annexe 4 dans cette étude, pour voir un peu ce qu'il en était. Et donc, on a fait une lecture, on va dire, en double aveugle, même si le terme n'est pas très juste, sur le plan statistique, entre un médecin au départ et un juriste. Puis après, ça a été revu par un groupe de travail pour homogénéiser les réponses. Et on a classé ces 4500 avis en fonction d'un certain nombre de critères. Donc, on a sollicité tous les services du Nord, des Hauts-de-France, on a recueilli ces avis, on les a classés, on a anonymisé évidemment chacun de ces avis et on a recueilli seulement le type de visite, les préconisations, et puis on a classé tout ça, c'est ce que je vais vous présenter. On a d'abord lu, sur les 4500 avis, on a d'abord lu 1500 avis pour essayer de trouver des critères de classification homogènes dans lesquels on pouvait faire rentrer tous les avis. Alors, premier critère qui est appelé le numéro 6 ici, c'est des avis qui posent aucune difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, quand on les lit, c'est précis, c'est juste, c'est compréhensible, tout va bien. Mais les 5 premiers critères sont des critères qui peuvent poser à la fois des problèmes pour la mise en œuvre par l'employeur, parce que c'est soit imprécis, soit ça induit un doute pour l'employeur de savoir s'il doit absolument l'appliquer ou pas, soit finalement on ne sait pas trop à quoi sert l'annexe 4. Le médecin il a écrit des recommandations, mais on ne sait pas vraiment si ce sont des recommandations, soit ce sont carrément des inaptitudes déguisées, alors qu'on est dans des préconisations, et vous savez comme moi que entre l'avis d'aptitude avec des recommandations qui entraînent l'obligation pour l'employeur d'aménager le poste, et s'il ne l'aménage pas, de justifier par écrit au médecin comme au salarié qu'il ne peut pas mettre en place ces aménagements, il y a une différence avec, au contraire, l'avis d'inaptitude qui entraîne pour l'employeur une obligation de reclassement. Donc, vous voyez que quand on met dans un avis, enfin, un imprimé spécialisé dans les recommandations, un avis d'inaptitude, bah déjà, il y a un problème, quoi. Il y a un problème de compréhension pour l'employeur. Et puis enfin, il y a des avis dans lesquels il y a des ruptures du secret médical ou des atteintes à la vie privée. Donc, vous voyez que globalement, on a essayé de classer tous ces avis pour dire, bah, sur les 4500 avis, qu'en était-il? Je vous donne l'explicitation de ces critères pour vous donner des exemples. Alors, ces exemples, je ne les ai pas inventés. Ces exemples, ce sont évidemment des copier-coller de ces préconisations. Donc, je vous les illustre en fait. Quand on a classé les avis avec le code imprécis, difficulté de compréhension ou difficulté d'application, par exemple, il était marqué, ce que vous voyez sans doute très souvent, limiter le port de charge lourde, limiter la station debout prolongée, limiter le travail en hauteur, pas d'effort intense, prolongation full TT. Full TT, c'est travail à temps plein, télétravail à temps plein, et pas temps de travail, par exemple, vous voyez. Donc, cet acronyme, il n'est pas compréhensible pour tous les employeurs.
Et quand on limite le port de charge, c'est quoi? Est-ce que c'est le lever posé? Est-ce que c'est le tirer poussé? Est-ce que c'est ça veut dire quoi limiter? Et c'est pendant combien de temps? Quand on dit pas de station debout prolongée, c'est quoi? Etc. etc. Et cetera. Et donc, vous voyez déjà là, il y a un premier problème, c'est que quand on envoie ça à un employeur, bah, l'employeur soit il se dit bon bah ça, je ne sais pas ce que ça veut dire donc je fais pas. Soit je comprends pas bien donc je fais à peu près et ça risque de poser un problème pour la santé des salariés. Soit tout simplement, il se dit, bah, ce médecin, je vois pas ce qu'il me donne comme avis parce que c'est pas suffisamment précis. Et il faut pas oublier tout ça dans un contexte où l'employeur, il a une obligation de sécurité pour préserver la santé de ses salariés. Ça veut dire que on fait peser sur ses épaules des responsabilités. Nous, on est médecins spécialistes, on doit le conseiller en matière de préservation de la santé. Et pour préserver bien la santé, il faut être précis sur ce qu'on demande pour la santé des salariés. Et quand on met un avis comme ça, eh ben, c'est certainement pas précis. Alors, première réaction de certains collègues qui me disent, mais on fait exprès. On fait exprès de mettre du flou parce qu'en général, on a essayé de parler en amont ou en aval avec l'employeur. Et puis comme ça, on a convenu avec lui oralement de ce qu'il fallait, mais on le laisse un peu libre de faire ce qu'il veut en pratique et on n'écrit pas tout. Eh ben ça, c'est un grand danger. C'est un grand danger pour l'employeur, c'est un grand danger pour le salarié, et je pense que c'est un problème de compétence et d'erreur de droit, j'allais dire, pour le médecin du travail. On ne peut pas laisser cette incertitude ni en matière de préservation de la santé, ni en matière de risque juridique pour l'employeur, l'entreprise et tout le monde. Deuxième critère, on l'a intitulé que ce sont des avis qui induisent un doute sur la force d'obligation de l'avis du médecin du travail. Et alors là, je vais vous l'illustrer, vous allez comprendre très bien. C'est quand au médecin du travail il est marqué limiter autant que possible. Il serait souhaitable de. Autre avis que je ne vous ai même pas écrit ici parce que celui-là, il était caricatural, c'est faites confiance au salarié, il connaît ses limites. Là, il faut pas exagérer. Comment voulez-vous? Là, l'employeur qui reçoit ça, il dit, oh, bah, en fait, je fais ce que je veux. Il paraît souhaitable. Oui, mais enfin, moi, je ne souhaite pas, donc c'est bon. Limiter autant que possible. Oh, bah, c'est pas possible, donc je limite pas. Parce que, en fait, là où on fait une erreur également, c'est que quand un médecin écrit un avis, il est opposable à l'employeur et s'il ne l'applique pas, il met en jeu sa responsabilité. Ce qui veut donc dire que quand on pense qu'on met un truc comme ça et que c'est globalement pour faire plaisir aux salariés, mais que on s'en fout que ça soit respecté, ou au contraire, on pense que c'est respecté, mais que finalement on induit un doute pour l'employeur, eh bien, vous voyez les risques que ça fait courir, encore une fois, et aux salariés et à l'employeur. Troisième critère, c'est des annexes 4, c'est-à-dire le médecin, il fait une attestation de visite, et en plus de l'attestation de visite, il délivre cette fameuse annexe 4, c'est-à-dire le document complémentaire, dans lequel il met absolument aucune préconisation, mais il va dire, on se revoit dans un mois, vous revenez avec vos examens complémentaires et on revient dans un mois. Il n'y a pas de contre-indication aux activités de conduite, alors que ça ne vaut pas une annexe 4. Une annexe 4, je vous rappelle que sur le plan réglementaire, ce sont des recommandations obligatoires pour l'employeur, donc il faut déjà que ça concerne l'employeur. Revenir avec des examens complémentaires, ça ne concerne pas du tout l'employeur. Donc, il n'y a pas de justification à mettre une annexe 4. Et quand on met dans une annexe 4, par exemple, des équipements de protection individuelle, génériques, du genre mettez les chaussures de sécurité, mettez un casque, mettez, je sais pas, un masque ou des gants, ça c'est débile. Parce que quand on met ce truc-là, eh bien, derrière, pourquoi on met un équipement de protection individuelle et pas les autres? Pourquoi on cite celui-là et pas un autre? On induit chez l'employeur la croyance peut-être que c'est justement celui-là qu'il faut mettre, ce qui n'est pas vrai. Et donc, on peut mettre dans une annexe 4 des équipements de protection individuelle à condition que ce soit justifié par l'état de santé de la personne. Par exemple, vous avez une allergie au latex, eh bien, vous recommandez des gants sans latex. Mais si c'est pour dire mettez des gants, alors dans ces cas-là, vous joignez le code du travail à vos avis. Parce que c'est dans le code du travail que sont toutes les mesures de prévention individuelles et collectives. Donc, il n'y a pas d'intérêt à les mettre dans une annexe 4, un moyen de prévention par rapport à tous les autres qui n'y sont pas. Voilà, donc là, c'est des choses parfois, on a l'impression qu'on écrit ça pour se protéger, mais qu'en fait, on ne voit pas bien la retombée pratique que ça peut être. Quatrième critère, c'est, bon, les inaptitudes déguisées, je ne vais pas faire un tableau, hein, c'est que vous avez un salarié, on dit, bah, il ne peut plus faire ce poste-là, il doit faire un autre poste. Et alors, quand on interroge les médecins du travail, ils nous disent, mais oui, on fait exprès de donner une annexe 4,
on ne donne pas d'annexe 3, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un avis d'inaptitude, alors que l'avis d'inaptitude, il est très précis. On ne fait un avis d'inaptitude que lorsqu'on a envisagé tous les aménagements possibles du poste antérieur, physiquement, matériellement, etc., et qu'on a épuisé toutes les solutions et qu'on a même discuté en amont avec l'employeur pour être sûr qu'on est bien sur une inaptitude, qui, elle, engendre une obligation de reclassement, c'est-à-dire une obligation de changement de poste. Donc, mettre un avis de changement de poste dans un annexe 4 sans avoir respecté ces étapes préalables, c'est d'emblée s'exposer à un contentieux parce que personne ne va rien comprendre dans la situation dans laquelle on se situe. Donc, encore une fois, attention. Cinquième critère, c'est la rupture du secret médical. C'est-à-dire que là, le médecin du travail, dans son annexe 4, il va évoquer directement des éléments de la vie personnelle du salarié. Et ça, c'est très fréquent. On dit que le salarié, il est reconnu travailleur handicapé. On dit qu'il est en invalidité. On dit qu'il ne faut pas l'exposer à des produits toxiques pour le foie, etc. Mais ça, c'est pas comme ça qu'on dit. Il faut toujours raisonner en matière de capacité fonctionnelle ou pas. Et puis, c'est tout. Pas de dévoiler des éléments. Alors, beaucoup de médecins m'ont dit, mais alors comment on fait, par exemple, pour demander à un employeur d'aménager un poste, par exemple, avec le FIPHP, hein, le Fonds d'indemnisation des personnes handicapées, lorsque le financement ou le cofinancement est indispensable. Eh bien là, il faut toujours être très attentif au fait que quand un salarié rentre dans une démarche de maintien d'emploi, il faut l'informer et il faut que lui-même ait informé l'employeur qu'il est reconnu travailleur handicapé. Et alors seulement, on peut discuter avec l'employeur. Mais on n'est pas à même, nous, de mettre consulter le Cap emploi, aller voir la GFIP, etc. Parce que là, c'est une rupture franche du secret professionnel. Enfin, le critère 6, je vous ai dit, hein, c'était quand tout allait bien. Donc, alors après, on a classé les visites, parties d'aménagement, etc., etc. On a traité tout ça par Excel. J'en arrive directement au résultat. 4451 avis recueillis. Il y en a 234 qu'on a enlevés parce qu'ils étaient soit incompréhensibles, mal écrits, ou que ça concernait des visites de pré-reprise. Et vous savez comme moi qu'il n'y a pas d'avis d'annexe 4 à l'issue d'une visite de pré-reprise. Donc, du coup, on les a enlevés. Et on est resté avec 4217 préconisations qu'on a analysées. Sur ces préconisations, malgré la lecture en double aveugle, la réunion de consensus et une nouvelle relecture complète par les deux analystes, il y en a quand même 441 qui n'ont pas fait consensus. C'est-à-dire 441 sur lesquels personne n'arrivait à mettre les mêmes critères. Et pourquoi? Ça illustre quand même que c'est quand même compliqué à écrire. Et qu'un même avis, il peut être quand même diversement interprété, ce qui renforce la nécessité qu'on soit précis dans nos avis. Et à la fin, je donnerai 3-4 adjectifs qu'il faut bien garder en tête pour écrire nos avis. Sur ces 4217 moins 441, 829 ne posaient aucune difficulté parmi les 5 critères que j'ai évoqués. C'est pas beaucoup. Hein. 829, ça veut dire que c'est moins de 25%. Moins de 25% d'avis qui ne posent aucune difficulté. 75% donc posaient des difficultés. C'est sur ces difficultés qu'on va s'attarder quelques minutes. Pour vous montrer, vous voyez, sous ce schéma, d'abord, je reviens, excusez-moi, avant d'analyser les difficultés, je voulais vous classer hein, ces avis et ces préconisations, elles interviennent, vous n'en serez pas étonnés, principalement à l'issue des visites de reprise et des visites à la demande, c'est-à-dire des visites spécifiques. Mais néanmoins, vous voyez quand même, hein, presque 20% dans les visites périodiques et les visites initiales, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun motif spécifique, mais à propos desquels, quand même, il y aura des préconisations. Enfin, dans le reste, vous n'êtes pas étonnés sur la répartition, j'imagine. Le type d'aménagement également, on a analysé ça avant d'analyser le contenu même. On a 75%, on va dire, 60%, pardon, d'aménagement des contraintes physiques, matérielles, etc. On a 33%, donc un tiers d'aménagement du temps de travail. Et c'est pas anodin, on a quand même 7% des avis médicaux qui concernent du télétravail. Et vous savez comme moi que le télétravail pose beaucoup de problèmes parce que parfois dans les entreprises, ils se disent ah mais nous on a un accord télétravail de 2 jours max, on veut pas de préconisation, nous on paye que sur 2 jours, c'est pas possible, etc. Donc retenons simplement qu'en matière de télétravail, le médecin du travail a toute l'attitude pour prescrire médicalement du télétravail, mais je dis bien prescrire médicalement. C'est-à-dire, c'est pas pour convenance personnelle, c'est pas parce que le type, à l'issue du Covid, il est parti déménager dans la Creuse, qu'après, il vient vous voir en disant, ah, vous savez, maintenant j'ai 4 heures de trajet, c'est un peu trop pour moi, je voudrais que du télétravail à temps plein. Quoi. Ça, c'est pas un aménagement médical. C'est un aménagement de convenance personnelle qui relève du contrat de travail.
et donc de l'accord entre le salarié et son employeur. Et on ne vient pas vous voir en tant que médecin pour dire, ah, écoutez, je voudrais un truc parce que vous savez, conduire 4 heures par jour, c'est beaucoup trop pour moi, quoi. Ah oui, c'est vrai, mais enfin, on ne lui a pas demandé de déménager, quoi. Et c'est lui qui a signé son contrat initial, quoi. Alors venons-en bah, à l'objectif principal de cette étude, hein, c'est-à-dire la catégorisation des 2947, donc presque 3000 préconisations qui posaient problème. Donc, rappelez qu'il y en a 829 qui posaient aucune difficulté. Là, je vous présente les avis qui posent problème. Et là, vous voyez que parmi les avis qui posent problème, il y en a la moitié qui sont imprécis. Pas de limite de temps, pas de description précise pour l'employeur de ce que ça veut dire limiter ça, diminuer ça. Alors, bien sûr, diminuer la charge de travail, ça ne veut strictement rien dire, hein. Ça veut strictement rien dire. Même quand c'est la charge mentale, ça va encore moins rien dire, parce que pour un employeur, il faut contextualiser. Contextualiser. Alors, quand je dis ça, tout le monde me dit, ah bah, c'est normal. Sophie Fantoni, c'est une universitaire, elle comprend rien au terrain, donc forcément, en tant qu'universitaire, elle a que des idées hors sol. Oui, mais quand même, en tant qu'universitaire, d'abord, heureusement, j'ai beaucoup d'étudiants qui me mettent du plomb dans la tête, hein, grâce à vous. Et puis, beaucoup de questions du terrain. Et puis, je voyage beaucoup dans les services de santé au travail. Et donc, je pense être, en tout cas, à proximité des difficultés. Mais je vois aussi qu'il y a des gens qui arrivent à bien écrire. Et si on arrive à bien écrire pour certains, il n'y a pas de raison que tout le monde ne se mette pas au diapason. Donc, de dire à un employeur, limiter la charge mentale, ça revient à lui dire, bah, débrouille-toi. Et je vous rappelle, vous êtes des spécialistes du lien santé-travail, donc vous devez savoir ce que ça veut dire. Et si vous ne savez pas, vous allez chercher. Vous avez quelqu'un de votre équipe pluridisciplinaire qui va savoir ce que c'est la charge mentale, par exemple pour un conseiller bancaire, qui va savoir ce que c'est une charge mentale pour un DRH. Vous regardez le détail de ses missions et vous regardez ce qu'il peut faire encore, ce qui est souhaitable, soutenable et ce qui ne l'est pas. Et si vous ne savez pas l'écrire, eh bien vous faites aider par un psychologue du travail, un ergonome et tout ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas dire à l'employeur débrouille-toi. En dehors de ces avis, dont la moitié, je vous dis, est complètement imprécis, il y a presque 10% d'avis qui induisent un doute vis-à-vis de l'employeur. Il serait souhaitable, si possible, si vous le voulez bien, etc. Alors moi, je me demande si ces avis sont faits pour faire plaisir aux salariés, ou en disant, bon, ben, on l'a écrit, tout le monde sait qu'on s'en fout, mais enfin, c'est pas grave. Ou alors si le médecin, il pense vraiment qu'en mettant ça va induire une bonne action de l'employeur par l'opération du Saint-Esprit, et dont on imagine peut-être hein, qu'il va comprendre au pied de la lettre qu'il faut le mettre absolument en place. Et parmi les conseils que je vous donnerai, je vous dirai qu'il faut enlever tous ces adverbes, tous ces temps conditionnels, pour dire que quand vous écrivez quelque chose, c'est votre conviction et votre vision de l'aménagement, et non pas des choses fantasmatiques ou hypothétiques. Enfin, il y a quand même un tiers des annexes 4 qui sont délivrées sans aucun intérêt. Or, je vous rappelle que délivrer une annexe 4, c'est-à-dire des recommandations, c'est s'exposer à une contestation de votre avis. Quand on dit à la personne, on te revoit dans un mois, bah, je vous rappelle que sur la première page, l'attestation de visite, il y a bien une date pour revoir le salarié. Si vous me dites au salarié, il faut venir me voir avec des examens complémentaires, ce n'est pas à l'employeur que vous le dites. Donc, ce n'est pas l'annexe 4 qui se justifie. Si vous avez envie de mettre des moyens de protection individuelle spécifiques, vous avez le droit de le mettre dans l'annexe 4, mais pas des génériques. Et si ça concerne des moyens de protection individuelle qui ne sont pas assez mis en place dans l'entreprise et qui concernent donc tous les salariés, alors là, vous avez un autre document qui s'appelle le devoir de signalement en cas de danger pour la santé des salariés et qui doit être envoyé par un courrier à côté quand il concerne la santé de tous les salariés et pas d'un seul. Et donc, ce n'est pas l'annexe 4 non plus. Donc, il y a un tiers des annexes 4 qui sont délivrées alors qu'il n'y aurait pas nécessité de délivrer une annexe 4. Enfin, ça ne concerne pas beaucoup de postes, mais enfin quand même, d'avis, mais enfin quand même, 1,5% des avis, c'est des inaptitudes déguisées. Donc, ce n'est pas anodin quand même, hein, c'est quand même un certain nombre. Et puis, 6%, rupture du secret médical. Alors, sur les 2005, enfin les 3000, là, il y en a 2500 qui répondent qu'à un seul critère, mais vous voyez qu'on a quand même 430 préconisations qui ont plusieurs critères. Rupture du secret médical plus inutilité de l'annexe 4, imprécision plus inaptitude déguisée, etc., etc. Donc, quand on cumule plusieurs critères, vous comprenez la difficulté de mise en œuvre derrière. Ce qu'on a tenté de faire, c'est d'essayer de proposer. Alors attention, ce n'est pas un guide de bonne pratique, hein, pas du tout. D'ailleurs, on n'était pas un groupe suffisant pour
s'arroger le droit de faire des recommandations, mais néanmoins, on a essayé de proposer des reformulations. Quand on marque pas de station debout prolongée, eh bien, il est plus précis de dire ne pas rester debout devant, pendant plus que X temps et pendant autant de temps. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut retenir le plus possible et chaque fois possible, c'est qu'il faut éviter de mettre des préconisations sans limitation de durée. D'abord parce que comme ça, dans l'esprit du salarié, c'est pas de vitam aeternam. Peut-être même avant ça, parce qu'un état médical n'est jamais complètement pérenne et figé, que tout peut évoluer, et que rares sont les cas où les préconisations ou les recommandations doivent être pérennes. Et donc, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à le faire, mais dans tous les autres cas, il vaut mieux limiter dans le temps. Et limiter dans le temps ne veut pas dire qu'on va revoir médicalement le salarié forcément, hein, parce qu'autrement, vous allez multiplier les visites. Ça veut dire que vous estimez, même si c'est parfois un peu difficile, que cette préconisation, elle doit être donnée pendant un certain temps, et puis que, a priori, par la suite, ça reprendra son cours normal, et que le salarié doit se rapprocher de vos services ou d'une infirmière qui fait le suivi, etc., si jamais ça ne se passe pas bien. Mais en tout cas, évitez de les mettre ad vitam aeternam. En plus, plus les préconisations sont lourdes pour l'employeur et difficiles à supporter, parce que des préconisations, il faut quand même un effort de l'entreprise pour les mettre en œuvre. Et puis surtout, quand on fait des restrictions pour un salarié, le travail doit quand même se faire. Donc, en général, il retombe sur les autres salariés. Donc, ce n'est pas forcément soutenable à long terme par les autres et par l'équipe. Donc, souvent, il est important de voir d'abord comment dirais-je, la, la, la possibilité réelle et concrète de mettre en œuvre les préconisations telles qu'on les imagine, parce qu'il y a une chose, c'est bien pour le salarié, mais est-ce que c'est faisable et est-ce que c'est soutenable par l'équipe? La dernière fois, j'ai eu en consultation, je vous donne cet exemple parce qu'il me vient à l'instant à l'esprit, j'ai eu un salarié qui avait une pathologie chronique extrêmement invalidante. Il me semble que c'était une sclérose en plaques un peu évoluée, très évoluée d'ailleurs. Il ne pouvait pas rester debout très longtemps et il était conseiller service après-vente à la FNAC. En fait, il avait déjà eu plein d'aménagements et on l'avait mis en conseiller service après-vente parce que c'était moins lourd que là où il était avant en magasin, en manutention lourde, etc. Mais quand il était au comptoir, lui, il avait la conviction qu'il pouvait continuer à travailler. Et d'ailleurs, il voulait absolument travailler. Et d'ailleurs, quand on parle de maintien en emploi, la volonté du salarié, elle est déjà extrêmement intéressante. Sauf que le médecin du travail, il avait mis un avis d'inaptitude prévisible dans le cadre d'une pré-reprise. Et en fait, il y avait une discordance entre le salarié, ce qui disait oui, je peux, je veux, et le médecin qui dit non, non, moi, je veux pas, parce que quoi? Parce qu'avant, il avait fait miroiter aux salariés que ça serait possible avec des aménagements. Mais dans l'intervalle, il avait été voir l'employeur et l'employeur lui a dit, écoutez, nous, on a aménagé au maximum. En fait, le mec, il fait plus rien tout seul. C'est ses collègues qui font tout. Quand il y a une trottinette en service après-vente, quand il y a un gros ordinateur, bah, il peut pas. Donc finalement, il fait pas. Et comme il fait pas, bah, c'est les autres qui portent. Et comme on est dans un aménagement pérenne, puisque c'était pas ponctuel, là, l'aménagement, eh bien, il faut savoir la soutenabilité. En l'occurrence, pour la petite histoire, dans ce dossier-là, je trouve qu'ils n'avaient pas quand même fait beaucoup d'aménagements, ils n'avaient pas poussé au maximum les outils d'aménagement. Mais en l'occurrence, vous voyez qu'il fallait quand même s'interroger sur le retentissement sur le reste de l'équipe. Et sans passer directement par l'inaptitude, qui était la tentation du médecin, c'était d'abord de tester tous les moyens d'aménagement. Bref, en tout cas, la limitation dans le temps, elle est extrêmement importante chaque fois que possible. Pas de manutention de charge lourde, proposition, ne pas porter ou pousser, lever, tirer, ça dépend du contexte de manutention, parce que quand je vous dis de contextualiser, c'est ça, plus de X kilos, et vous voyez que c'est pas pareil de porter, poser X kilos que de tirer, pousser X kilos, c'est pas les mêmes charges, c'est pas les mêmes contraintes rachidiennes, etc., pendant X temps. Télétravail autant que possible, c'est pareil, c'est télétravail, X temps par semaine, pendant Y durée. En fait, c'est des automatismes à acquérir aussi, parce qu'en fait, on a des habitudes d'écriture qui font que très souvent, on écrit un peu vite, et alors qu'en fait, on pourrait préciser. Mais ça demande un effort d'abord de réflexion, un effort de contextualisation, et puis un effort après de s'y mettre à chaque fois, quoi. Et des fois, dans la rapidité, c'est vrai qu'on zappe un peu, quoi. Ensuite, autre exemple, mais je ne vais pas en passer 150, hein, si possible, n'affecter qu'à des postes de journée ou d'après-midi, à défaut de nuit possible. Non, mais là, d'abord, ça ne veut rien dire, à défaut, ah oui, à défaut poste de nuit possible, c'est ou c'est important ou ça ne l'est pas, mais ce n'est pas si possible. Et si on pense que c'est nécessaire par l'état de santé, on dit je préconise le travail de jour pendant X temps, point final. Mais on pèse la faisabilité, la contextualisation, etc.
Parce que de tester par la préconisation un truc qui ne va pas marcher, c'est s'exposer à quoi? À ce que l'employeur il vous téléphone en disant mais c'est pas possible votre truc là. C'est impossible. Dans l'équipe, ça ne tournera pas. Et donc, c'est pas soutenable, ni pour l'entreprise, ni pour autre chose. Or, je vous rappelle qu'avant des préconisations, je sais bien que c'est pas toujours facile, mais il faut quand même échanger avec l'employeur pour savoir si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est à nous de voir jusqu'où on va dans la préconisation et si on pense d'ailleurs que c'est possible nous aussi. C'est pas un accord de l'employeur qu'on cherche, hein. C'est de comprendre vraiment le travail pour être sûr que quand on met des préconisations, nous, en tout cas en tant que médecin du travail, on soit certain que ça puisse être mis en œuvre. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les médecins du travail mettent des préconisations et seulement les médecins du travail. C'est qu'on estime que on a la totalité de la situation clinique en tête, la totalité de la situation du travail en tête, et c'est bien le lien entre la situation clinique et le travail qu'on fait en faisant des préconisations. C'est pas un truc théorique sur le coin de table en disant ouais bah c'est vrai que quand on a mal au dos, faut pas porter quoi. Donc pas porter. Non mais ça c'est n'importe qui peut le dire hein, dans ces cas-là, hein. ChatGPT il est là pour ça, hein. Donc il faut faire attention quand même hein, parce qu'il ne faut pas se laisser déborder par des outils qui seront plus performants que nous dans bientôt, hein. Bon, alors pareil, hein, faire attention aux tâches nécessitant une élévation du membre supérieur droit au-delà du plan des épaules, c'est précis pour l'épaule, hein, pour le plan, mais alors faire attention, je ne sais pas ce que ça veut dire pour un employeur faire attention, hein. Bref, si je peux dire une chose un peu précise, c'est que si on veut préciser ces préconisations, c'est pas sur un plan strictement littéraire, etc. C'est de se dire que de préciser des préconisations, ça a un intérêt pour le maintien d'emploi des salariés, un intérêt fort. C'est un intérêt pour que l'employeur comprenne bien ce qu'on veut faire. C'est un intérêt pour la mise en œuvre précise et qu'on soit sûr que ce qu'on a dit, c'est clair pour tout le monde. Ça améliore et ça préserve l'image de marque du médecin, plutôt que de dire si possible, à votre convenance, comme le salarié veut, etc., etc. Ça évite du contentieux prud'homal, de la contestation, etc. Et aussi du contentieux ordinal. Parce que parfois, faire des avis sans avoir vu le travail, ça pourrait être un certificat de complaisance. Il faut faire attention. Ça évite des pertes de temps. Si on est efficace d'emblée, on évite les allers-retours, perte de temps pour le salarié, perte de temps pour l'employeur, perte de temps pour le médecin du travail. Ça facilite les relations entre le salarié et le médecin du travail, mais aussi entre l'employeur et le salarié et entre l'employeur et le médecin du travail. Donc en réalité, faire un effort, même si c'est difficile, je le sais bien, et encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur. Beaucoup de médecins ont été braqués par cette étude parce qu'ils ont considéré que c'était une atteinte à leur pratique. C'est pas ça. Je suis d'accord que ça peut exaspérer que quelqu'un vienne discuter de vos écrits sans comprendre le contexte précis dans lequel vous les avez faits. Mais néanmoins, il y a quand même quelques enseignements à tirer. Et c'est pour ça que j'avais un peu hésité à vous le présenter, parce que certains d'entre vous commencent peut-être et que vous dites, bah, ça m'a l'air compliqué votre truc là. Mais c'est surtout pour ne pas prendre de mauvaises habitudes finalement. Je pense qu'il y a des gens qui ont, quand on prend d'emblée des bonnes habitudes, c'est plus facile après pour la suite. Et donc, si je devais tirer une conclusion avant de vous laisser la parole, c'est de dire que, vous voyez que déjà, cette méthodologie en double aveugle, elle permet d'apprécier effectivement de plusieurs points de vue la rédaction de nos avis, mais de bien comprendre également les difficultés à la fois de les rédiger, mais aussi de leur compréhension. Et vous savez, ce qu'on regrette, c'est qu'on n'est pas mis dans le groupe pluridisciplinaire des employeurs pour lire des avis et nous dire ce qu'ils en pensaient, comment ils l'interprétaient, si ça leur suffisait. Et donc, c'est vrai que dans une perspective ultérieure, c'est un peu ce qu'on fera. Et puis, deuxième conseil, enfin deuxième conclusion, et c'est les conseils dont je parlais au départ, c'est que si on devait retenir une seule chose de cette étude, c'est qu'il faut que nos préconisations soient déjà à l'affirmatif et non pas au conditionnel, etc. À l'affirmatif. Non suggérées. Il faut qu'elles soient claires, compréhensibles par n'importe qui. Sachez que si on est contesté, il faut qu'il y ait un juge aussi qui comprenne ce qu'on a écrit, hein. Donc la pronosupination, les machins, ça, vous oubliez, quoi. D'accord? Deuxièmement, il faut qu'elle soit précise et qualitativement, c'est-à-dire c'est quoi le mouvement exact qu'on ne veut pas faire, et temporellement, c'est quelle durée, et vous devez chaque fois vous poser la question, est-ce que je dis que c'est pour toujours ou pas? Et vous avez le choix entre les deux, mais c'est votre choix de médecin, et ça doit être intellectualisé, ça. Et si c'est pas pour toujours, il faut forcément mettre une temporalité, quitte à revoir cette temporalité. Et vous avez aussi la visioconsultation, vous avez d'autres possibilités d'adapter la temporalité, le cas échéant, sans perdre trop de temps. Enfin, il faut respecter le secret professionnel. Et puis, comme je vous le disais, outre l'affirmation, il doit y avoir du présent de l'indicatif et non du conditionnel. Et donc, vous voyez que on va mettre en place, enfin, il y a un guide là qui va être diffusé dans les services. Et
Je voulais aussi dire qu'il y a un travail là qui est en train d'être préparé par un autre interne de Lille qui a récupéré tous les avis là et qui est en train de les faire analyser par ChatGPT, enfin par quatre intelligences artificielles, pour avoir un genre de supervision, c'est-à-dire à partir des critères qu'on a élaborés. Il fait relire les avis et il cherche un script qui permet d'avoir une supervision intelligente qui ne va pas se superposer aux avis des médecins du travail. Attention, hein, le médecin du travail restera complètement libre de bien rédiger ses avis, mais ce mode de supervision permettra de dire attention, feu rouge, il y a un truc que vous n'avez pas précisé, est-ce que c'est volontaire ou pas volontaire? Et donc, du coup, ça permettra de voir si l'IA aujourd'hui peut nous aider aussi à, comment dirais-je, à, à parfaire en tout cas et à préciser un peu nos avis. Donc voilà, j'ai fini ma présentation et évidemment, je vous laisse alors vraiment me poser toutes questions et j'aimerais bien qu'il y en ait d'ailleurs. Et puis sinon, après, effectivement, j'aimerais bien aussi vous demander, vous, est-ce que ça vous heurte, cette étude? Est-ce que vous vous sentez agressé dans vos pratiques, et, etc., etc. Parce que moi, ça m'intéresse hein, quand même d'avoir votre retour. Donc, je vous laisse la parole. Allez-y. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation qui, je pense, a intéressé pas mal d'internes. J'ai eu des retours, certains retours. Euh, du coup, on a quelques questions effectivement sur le chat. Vous avez accès au chat ou pas? Vous Eh voyez? ben, je vais le mettre. Je vais l'afficher. Je Ouais. n'avais pas encore affiché. Je vais Ouais, l'afficher. il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure. Alors, je vais commencer par Euh, le haut. Bonjour. Bon, ben alors, bonjour. Bonjour, essentiel, ok. Pour voir, transcription aura lieu. Oui, ok. Alors, attendez, j'arrive aux questions. oui. Euh, bonjour. Bonjour, c'est Christian qui pose la question. Bonjour. Concernant l'imprécision des avis, si on enlève la nuance limitée envisagée, n'y a-t-il pas un risque excessif d'inaptitude? Oui. Alors, je vais aller au bout de la question. Inaptitude qui aboutit dans la majorité des cas à un licenciement, peu d'efforts de la part de l'employeur pour aménager ou reclasser. Alors, d'abord, Christian, vous avez tout à fait raison. Premièrement, beaucoup de médecins réagissent comme ça en disant que comme ils craignent l'inaptitude, et vous avez tout à fait raison, en cas d'inaptitude, il y a 90% de licenciements, malgré l'obligation large de reclassement qu'a l'employeur, parce qu'en réalité, quand on arrive à l'inaptitude, c'est qu'on a en général épuisé beaucoup de voies, en fait. Et surtout qu'on a un tissu des entreprises qui est 90% de TPE et PME, dans lequel le reclassement est souvent difficile, hein. Surtout quand on regarde le profil des salariés qui sont licenciés, enfin, qui sont inaptes, pardon, c'est plus de 50-55 ans, avec des professions plutôt manuelles, qui sont atteints de troubles musculo-squelettiques. Vous comprenez bien que la reconversion, malgré tous les outils de maintien d'emploi, c'est souvent difficile et vous avez raison. Mais du coup, c'est pas une raison pour être flou, parce que le flou n'améliorera rien. D'abord, ne permettra pas un aménagement. Du coup, si le salarié avait une chance de rester en poste, eh bien, grâce à ces aménagements, on perd cette chance. Deuxièmement, si vous pensez que ça évite l'inaptitude, c'est qu'en fait, vous pensez ipso facto qu'on ne va pas mettre en place l'aménagement, du coup, ce n'est pas la peine de le marquer. Si c'est pour des raisons de responsabilité, et dire oui, ben, je vais mettre l'aménagement, je sais qu'il ne sera pas appliqué, mais enfin au moins j'aurais fait quelque chose, là, quand même, c'est une faute professionnelle et morale et déontologique quand même. Donc, moi, je pense que au contraire, là, on a quand même une issue aujourd'hui. C'est que grâce à la CNPDP qu'il faut surexploiter, je pense, et qu'il faut développer, le cas échéant, si elle n'est pas assez développée, grâce à tous les outils que vous avez en matière de maintien d'emploi, 9 fois sur 10, moi, quand on m'adresse un avis pour une inaptitude, 9 fois sur 10, les outils de maintien d'emploi n'ont pas été exploités jusqu'au bout. D'abord parce que c'est difficile, parce qu'ils changent beaucoup, parce qu'il y a plein de choses, etc. OK. Mais néanmoins, aujourd'hui, on a des aides dans les services. On ne peut pas se réfugier derrière le risque d'inaptitude pour mettre des avis flous, même si je conçois tout à fait votre position, puisque c'est celle des médecins du travail le plus souvent. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu, Christian. Tu peux Alors, prendre la Oui, parole, c'était n'hésite pas. très clair, merci beaucoup. Ok, mais n'hésitez pas, hein. Alors, deuxièmement, oui, j'ai envie de reprise. On n'arrive pas forcément, c'est Florence qui a posé la question, en... Attendez, elle a sauté la question. Ça y est. oui, il Pas y de- a une question avant, je pense, Attendez. François Ifler. Alors, allez-y, Priya, si jamais je... Alors, oui, alors, pourra-t-on avoir accès à ce guide que vous venez d'évoquer? Donc, Ah le oui, guide. alors je ne sais pas si je l'ai déjà reçu. Il va être diffusé en région, mais oui, je pense que par Nicolas, tu me le reposeras la question. Je demanderai à l'Institut de santé au travail, d'accord? Ça Mais je marche. pense que oui, hein, pas de souci. En tout cas, il n'est pas confidentiel, hein, donc oui, je mettrai. Il y a évidemment des dizaines de pages de conseils que là, je vous ai résumés en 3 diapos, hein, mais ouais, bien sûr, hein, sans problème. Alors, donc ça c'est OK. Après, Florence, alors envie de reprise. On n'arrive pas forcément à joindre l'employeur, par exemple, pour l'aménagement du temps partiel thérapeutique. Alors, ça c'est très vrai, c'est un vieux problème. C'est un vieux problème qui néanmoins reste pérenne.
et persistant, d'abord, première chose, les services ont d'abord, beaucoup de médecins y arrivent quand même. Deuxièmement, les services de santé au travail ont une responsabilité, là, je dis bien les services et les services administratifs, pour avoir des liens directement utiles. Hein. Encore une fois, il y a 10 ans, on n'arrivait jamais à joindre parce que quand on téléphonait au RH de Promode, on tombait sur la vendeuse d'à côté qui vous répondait parce que le numéro de téléphone, c'était le numéro du magasin où le salarié travaillait. Quoi. Donc, c'était impossible. Donc, les choses se sont déjà un peu améliorées, mais néanmoins, c'est perfectible. Alors, très souvent, effectivement, on n'a pas le médecin, l'employeur, mais justement, ça, c'est l'occasion d'ajuster. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a la possibilité de ne pas remettre en temps réel la fiche. On en discute bien avec le salarié en disant, voilà, moi, mon idée, c'est ça, et je vais mettre des restrictions. Je ne vous en donne pas aujourd'hui forcément le détail, mais je vais en discuter avec l'employeur, et ensuite, je vous enverrai, à vous comme à l'employeur, les fiches. Alors, vous savez que les annexes avec les fiches ont été publiées là, au journal officiel il y a un mois, puis retirées, et dans ces nouvelles annexes, il était marqué que le salarié devait signer en temps réel. Ça pose un problème, et j'espère qu'ils vont le retirer, parce qu'autrement, c'est mort. Parce que tout ça, voilà. Alors, dans le cas où vous ne pouvez pas joindre l'employeur et vous devez absolument, imaginons ce cas-là, produire la fiche en temps réel, eh bien, vous mettez des choses dont vous êtes certain. Et si vous ne les mettez pas, eh bien, vous dites bien que vous faites une fiche et que vous feriez un courrier complémentaire. Et vous marquez dans votre fiche à compléter par un courrier qui va suivre. La DGT n'est pas hostile à un courrier complémentaire dès lors qu'il est cité dans l'annexe et que vous l'avez bien dans le dossier, que vous le renvoyez bien au salarié comme à l'employeur, que tout le monde soit bien informé. Ça va, Florence? J'ai répondu à votre question? Oui, merci. Alors, Kevin, le guide devrait... Oui, d'accord, pas très bien, merci Kevin, tu as répondu à moi. Alors, pas du tout, au contraire, d'accord, ça c'était gentil, c'était pour me dire que c'était pas trop chiant. Comment évaluer facilement et rapidement le nombre précis de kilos à limiter pour pousser lever? Alors là, effectivement, pour les restrictions de charge, vous voyez que vous posez cette question-là, ça montre quand même que c'est pas hyper fastoche, finalement. Mais l'INRS euh, des ABAC, le mot m'échappait, excusez-moi, des ABAC, pour donner les corrélations entre enfin le lever posé, le poussé tiré, etc., en fonction des gabarits. C'est les abacs au-delà duquel on sait qu'il y a un risque, par exemple, rachidien. Donc, là encore, il faut que vous sachiez combien il pousse, combien il tracte. Je vous donne un exemple très rigolo et récent. Voilà un médecin qui dit inapte au port de charge lourde. Donc, il devait mettre une inaptitude aux salariés pour changer de poste. Mais il marque inapte au port de plus de 20 kilos. Et il marque il marque manutention de plus de 20 kilos. Et là, le salarié avait déjà dans la tête un poste de reclassement potentiel qu'il avait, vous savez, comme souvent, les salariés ils disent, ouais, mais ça, je suis sûr que je pourrais le faire, etc. Et l'employeur lui dit, bah, moi, j'ai aucun poste sans manutention de plus de 20 kilos. Le salarié conteste en disant, c'est pas vrai, vous aviez un poste où on pouvait tirer des chariots. Et là, l'employeur dit, ah ouais, mais ça fait plus de 20 kilos. Ah ouais, mais pousser, tirer un chariot, c'est pas 20 kilos. Vous vous rendez compte, un chariot à pousser 20 kilos, c'est n'importe quel chariot. Même votre caddie le samedi à Intermarché, il fait 20 kilos, quoi. Donc, c'était pas ça, parce que pousser, tirer, c'était pas limité à 20 kilos. Ce qui était limité à 20 kilos, c'était le lever, poser. Donc, en réalité, c'est pas de se dire quelle échelle maximum, quelles sont les échelles admissibles, parce que là, vous êtes plutôt dans la logique de reconnaissance de maladie professionnelle. Vous êtes plutôt à vous dire qu'est-ce qu'il fait et est-ce qu'il faut diminuer. Et donc, pour savoir diminuer, il faut savoir combien il porte. Et donc, s'il tire, savoir ce qu'il tire, si c'est un chariot manuel, un chariot élévateur, un chariot électrique, etc. Et vous demandez et vous regardez. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est diminuer la charge. Et pas vous dire c'est la BAC qui dit ça. Donc en réalité, la corrélation, elle n'existe pas vraiment. Il faut regarder à chaque fois. S'il fait les deux, s'il fait de la manutention manuelle, poser, lever, poser et tirer, tracter, eh ben, il faut regarder les deux et poser des restrictions sur les deux en diminuant la charge et demander si c'est possible. Un transpalette manuel, enfin électrique plutôt que manuel, par exemple. Voir s'il ne peut pas tirer ou pousser sur des sols plus lisses dans un autre hangar, dans un autre atelier. Voir si on ne peut pas refaire les sols. Revoir, enfin, tout ça, il faut regarder concrètement. D'accord? Alors, c'est pas facile, Florence, mais c'est possible. Alors, je trouve cette étude utile pour notre pratique. Donc, ça, c'est cela risque car non pris en compte par l'employeur. Alors, et donc ne pas réellement prendre certains risques car non pris en compte par l'employeur. J'ai pas compris la question d'Angelina, là. Oh, bonjour, non, excusez-moi, c'est parce que Justine, pardon. Je trouve cette étude utile pour notre pratique. Cela nous permet de réfléchir sur nos pratiques. Ah oui, d'accord, pardon. Au lieu de faire des copier-coller, en fait, parce qu'on D'accord. on recopie, en fait, les pratiques de nos maîtres de stage, hein, les médecins du travail dans nos stages.
Et du coup, on fait un peu la même chose, mais ça permet de réfléchir soi-même un peu sur... Ah bah ça, on l'a tous fait, hein, rassurez-vous, hein, Ouais. même moi, hein. Oui, oui. Et puis après, on réfléchit par soi-même et on se dit, bon, bah voilà, il y a peut-être des... Et puis, nos maîtres de stage se sont déjà améliorés par rapport à leurs propres maîtres de stage. Quand je dis améliorés, c'est qu'avant, honnêtement, hein, moi j'ai connu la médecine du travail où on mettait apte, inapte, point final, hein. Il n'y a eu même pas de préconisation. Donc, c'était complètement binaire et on a déjà beaucoup progressé, quoi, hein. Donc, Alors, Angelina qui dit, bonjour, en contextualisant les préconisations, on ne risque pas de manquer d'exhaustivité et donc ne pas réellement prévenir certains risques. Alors, vous avez raison. En contextualisant trop, on peut peut-être rentrer trop dans le particulier et peut-être se dire, mince, on n'a pas couvert tout. Mais si vous voulez, il y a sans doute un juste milieu entre ne rien contextualiser et trop contextualiser, quoi. À vous de voir ce qui pêche vraiment dans les gestes, la gestuelle et les tâches du salarié. Vous allez sans doute prioriser des choses et vous pouvez très bien commencer par une phrase générique, si elle vous paraît bien, et puis ensuite, vous dire que parmi cette préconisation un peu d'ordre général, eh bien, qui peut être exhaustive, eh bien, vous soulignez en disant notamment ça, ça et ça. Et finalement, vous avez fait deux en un. Ça va, Angelina? Ça répond à peu près, même si c'est facile hein, de le dire. Hein, mais ça va, Angelina? J'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Alors, Mathilde, dans le cas où l'état de santé d'un salarié nécessite un arrêt de travail, ah oui, ça c'est important. J'ai déjà vu des annexes 4 mentionnant état de santé ne relève pas la médecine de soins. Alors oui, ça a été dit lors du webinaire, mais j'ai oublié de vous le dire. La DGT, la Direction générale du travail, de même que les médecins inspecteurs ont un mot d'ordre restant sur la matière. Alors, je vous le livre. J'avoue que c'est la DGT qui parle, hein, c'est pas moi, hein. La DGT demande à ce que dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle l'inaptitude temporaire totale de travail, hein, et on ne peut jamais utiliser le mot inapte, temporaire. Donc on dit l'incapacité temporaire totale de travail. En clair, le salarié ne peut pas occuper son poste. Il a soit un lumbago aigu alors qu'il est déménageur, ou alors il est en état d'ébriété, ou alors, bon, vous voyez, un truc aigu. Donc vous savez très bien que ça ne va pas forcément aboutir à l'inaptitude, mais qui fait que le salarié relève pendant un moment d'un arrêt de travail. Bon. Comme vous ne pouvez pas prescrire les arrêts de travail, eh bien, il faut renvoyer vers le médecin traitant. Mais quand on renvoie vers le médecin traitant, ce n'est pas à l'employeur qu'on demande quelque chose. Donc, mettre dans une index 4, relève d'un arrêt de travail, aller voir son médecin traitant, c'est dire à l'employeur que le salarié doit aller voir son médecin traitant, donc ce n'est pas le bon interlocuteur. Que conseille la DGT? La DGT demande à ce que vous ne fassiez pas d'annexe 4 en cas d'incapacité totale temporaire de travail, que vous délivriez une attestation de visite simple, que le salarié soit en cire ou pas cire, c'est-à-dire même pas un avis d'aptitude, évidemment, parce que si c'est un avis d'aptitude, une attestation de visite et un courrier parallèle disant, voilà, et à l'employeur et au salarié disant, allez va voir ton médecin, et à l'employeur disant, il ne peut pas travailler du tout pour l'instant. Ça, c'est la DGT. Maintenant, je vais vous donner mon avis, qui ne vaut que ce qu'il vaut. Dans l'annexe 4, je mettrai quand même, moi, à l'employeur, le salarié ne peut pas occuper son poste. Parce que c'est quand même à l'employeur que je m'adresse à ce moment-là. Ça ne m'empêchera pas de dire au salarié, va voir ton médecin du travail avec un courrier. Mais au moins, je dis à l'employeur qu'il ne peut pas occuper son poste. Ça évitera les cas de la Germanwings, vous savez, le pilote d'avion qui a scratché son avion parce qu'il a jeté son arrêt de travail à la poubelle. Et il avait dit à tout le monde qu'il avait scratché son avion. Donc, si vous voulez, pourquoi? Parce qu'il n'a pas transmis à l'employeur cet arrêt de travail. Donc, moi, je dis que quand même, à l'employeur, on a quand même intérêt à dire que ce salarié-là, ponctuellement, il ne peut pas occuper son poste de travail. Et à mon sens, mais il n'y a que moi qui le dis, alors attention, hein, si un médecin inspecteur vous dit le contraire, bah, vous suivez l'avis du médecin inspecteur, bien entendu. Lui, eux, ils estiment qu'il ne faut pas d'annexe 4 du tout. À vous de juger. Je vous laisse avec votre marge de manœuvre et votre indépendance professionnelle. Et Et si qui on rajoute... Pardon, Vas-y, excusez-moi, allez-y, Priya. est-ce qu'il faut rajouter une durée dans ces cas-là? Si on rajoute... Alors, non, parce que c'est pas vous qui prescrivez l'arrêt de travail déjà. Donc, tout ce que vous pouvez rajouter, D'accord. c'est à revoir lors de la reprise, parce que même si c'est en dessous de 60 jours, je vous rappelle que la vie de reprise, c'est 60 jours et plus, vous pouvez par contre dire qu'effectivement, vous le revoyez en visite de reprise. Et vous ne D'accord. pouvez dire que ça à l'employeur, parce que c'est lui qui est obligatoire pour la visite de reprise. Vous ne pouvez pas dire à revoir en pré-reprise à l'initiative du salarié, parce que là encore, vous ne vous adressez pas à l'employeur. Donc, ce n'est pas dans l'annexe 4. Par contre, si vous faites un courrier type, travaillez avec vos services un courrier type pour les cas d'incapacité temporaire totale de travail, et pensez bien dans ce courrier, dont vous mettez un double au médecin, mais aussi un double au salarié, qu'ils viennent vous voir si l'arrêt de travail se prolonge en visite de pré-reprise à sa demande. Comme ça, vous l'informez qu'il peut venir vous voir à son initiative pendant l'arrêt de travail. D'accord. Alors, ça, c'était Mathilde. Mathilde, ça va? Ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup.
Alors, ensuite, est-il nécessaire pour le médecin du travail d'organiser une visite à la demande à l'issue de la durée des préconisations formulées? Alors, certainement pas, enfin, certainement pas systématiquement. Euh, et si oui, alors d'abord, pas systématiquement, ça veut dire que vous pensez très bien mettre une durée et vous pensez que cette durée, elle est un petit peu comme une réadaptation à l'effort, par exemple. D'accord? Donc, vous la mettez un peu, évidemment, empiriquement, mais vous ne revoyez pas forcément. Si en revanche, vous pensez qu'une nouvelle visite est nécessaire, ça, c'est votre évaluation de médecin. Donc, je réponds non au côté systématique, je réponds oui si vous pensez que c'est nécessaire. Et tout à fait oui aussi si vous pensez qu'un infirmier peut très bien faire le boulot de votre place. Pourquoi? Parce que l'examen clinique aura été fait et que si l'examen clinique n'a pas changé, un infirmier pourra faire le point et vous le renvoyer, réorienter si jamais il y a un problème. Donc, vous voyez que votre question, elle est pas forcément manichéenne. Enfin, la réponse n'est pas manichéenne, mais au moins, en tout cas, tous les cas de figure sont possibles. Mais ce qui est certain, c'est que systématiquement, ne mettez pas de la revoyure à chaque fois, parce que vous allez vous plomber votre agenda, quoi. Puis en plus, ça n'a pas de sens sur le plan médical. Ça n'a pas de sens de revoir quelqu'un dont vous avez déjà fait l'évaluation médicale, etc., juste pour enlever des restrictions, quoi. Vous voyez, ou pour le revoir à la fin des restrictions pour savoir s'il fallait autre chose, quoi. Vous matez la restriction et vous lui dites bien oralement et dans le dossier, bah, écoutez, vous revenez me voir si ça ne va pas, quoi. OK? Et enfin, la dernière question de Mohamed, là, que je vois sous les yeux. Bonsoir. Dans quelle limite peut-on faire participer l'employeur à nos préconisations? Mohamed, c'est bon, je te connais. Est-ce que tu peux me préciser ta question? Parce que ça veut dire quoi, participer? Mohamed? Bonsoir. Vas-y. Bah, dans le sens où on ne connaît pas trop un poste de travail et qu'on voudrait peut-être aménager un poste Ah et, oui. et qu'on ne connaît pas forcément très bien le poste et qu'on décide de faire participer l'employeur à nos préconisations. Donc là, c'est plus pour avoir une idée générale à quel moment. Ah bah alors là, écoute, là, tu vois, la réponse elle est dans ta question. Je te rappelle que quand tu dis dans quelle limite, alors d'abord, ça devrait être dans tous les cas, puisque je te rappelle que le Code du travail dit qu'avant chaque préconisation, l'échange est obligatoire. C'est d'ailleurs une des questions préalables qui était, on ne peut pas le joindre dans tous les cas, mais chaque fois que possible, il faut discuter, parce que c'est l'employeur c'est pas encore lui qui va valider vos préconisations, mais c'est l'employeur qui va vous expliquer que telle ou telle chose est impossible. Alors, il y a des employeurs pour qui c'est toujours impossible, il y en a d'autres qui vont vraiment jouer le jeu, donc il ne faut pas partir du principe qu'un employeur va toujours être contre. Au contraire, un employeur, s'il veut garder un salarié parce qu'il tient à lui, parce que c'est un bon salarié, parce que ça se passe bien et que c'est pas tous des personnes inhumaines, hein, quand même, c'est parce qu'on est employeur qu'on veut virer tout le monde. Donc, il faut essayer de le faire participer. Non seulement pour qu'il nous explique bien ses contraintes à lui, parce qu'en nous expliquant ses contraintes, nous, on reste libre de se dire c'est entendable ou pas entendable, ça limite ou pas nos préconisations. Mais au-delà de nous dire ses contraintes, vous allez pouvoir commencer lui aussi à lui faire comprendre l'intérêt de mettre en place ces préconisations, parce que peut-être qu'il n'est pas habitué à entendre ça, et de lui dire que s'il fait un effort ponctuel, son objectif à lui, ça sera de reprendre un salarié dans son état normal à l'issue du processus, et que c'est bien ça votre objectif commun, c'est que le salarié reprenne in fine son poste comme avant, ou avec le moins d'aménagement possible, ou aussi de lui dire qu'il y a des financements pour aménager ses postes. Il y a ce qu'on appelle, vous savez, ce qu'on appelle des allocations pour la lourdeur du handicap, il y a des aménagements physiques, il y a des aménagements d'aide matérielle et humaine. Tout ça, les employeurs ne le savent pas. Et si ça concerne la santé de tous les salariés, il y a même des plans à mettre en place avec la CARSAT pour des dispositifs d'aide à la manutention, etc. Donc, il ne faut jamais hésiter à faire participer l'employeur, comme tu dis, Mohamed, mais participer dans le genre, participer à l'élaboration intellectuelle. Encore une fois, c'est pas lui qui donne le bémol ou l'aval, c'est par contre lui qui vous donne des éléments cruciaux. Et c'est d'autant plus vrai que vous ne connaissez pas, vous, contextuellement, toujours tout le travail. Et que vous ne connaissez pas non plus, même si vous étiez allé voir le poste de travail, vous allez avoir une photographie du poste de travail, mais peut-être pas le film en entier. Or, c'est le film qui est important. Vous, quand vous allez voir une demi-heure ou une heure un poste de travail, vous n'avez pas ce qui se passe sur la semaine. Vous voyez pas comment sont les autres salariés. Donc, entendre d'autres sons de cloche, c'est toujours précieux pour prendre sa décision. Et encore une fois, c'est prendre une décision à partir d'un faisceau d'indices, un faisceau d'arguments. Et là, l'employeur, il apporte ces informations. Il ne faut pas les négliger. C'est pour ça qu'au-delà de discuter avec lui, c'est tout ça aussi. C'est avoir son point de vue, lui faire entendre l'importance de ses préconisations et lui faire comprendre qu'il y a des outils aussi d'aide. Ça va, Mohamed? Oui, ça va, merci. Ok, donc Françoise, bonsoir. J'ai vu des médecins faire des préconisations concernant le trajet. Ah oui, deuxième question extrêmement importante que je n'ai pas évoquée pour des questions de timing. Donc le trajet entre le domicile et le lieu de travail et d'autres affirmaient que ce ne rêve pas notre champ d'action. Alors la DGT, là encore, hein, on est obligé de prendre la température du droit,
dit que le trajet n'appartient pas au poste de travail en ayant une lecture extrêmement juridique du rôle du médecin du travail qui est de donner un avis sur le poste de travail et le poste ne comprenant pas le trajet. Donc la ligne de la DGT, c'est de dire que le poste de travail n'appartient pas au travail. Bien sûr, c'est pas pareil pour la conduite professionnelle, hein, vous avez bien compris. Hein, le trajet, c'est bien domicile-travail. Mais néanmoins, on est des médecins. Et en plus, vous savez comme moi que l'accident de trajet, c'est un appendice de l'accident de travail. Donc, de dire que le médecin du travail ne s'intéresse pas du tout au trajet, c'est quand même un peu brut de décoffrage quand même. D'autant plus qu'il y a des aides pour financer les trajets. Donc là, peut-être qu'une solution médiane pourrait être de dire que l'avis d'aptitude et les préconisations directes ne doivent a priori pas concerner le trajet. Ça n'empêche pas que s'il y a un problème de trajet, le médecin doit absolument, et là c'est une obligation, informer le salarié, un, des limites que le salarié peut avoir à utiliser son véhicule personnel sur le trajet, deux, de l'information aussi sur les aides qu'il peut mobiliser pour s'aider sur ce trajet. Quant aux limitations, eh bien, retenez que jusqu'à présent, aucun arrêt de la jurisprudence, aucun arrêt de la Cour de cassation n'a jamais dit positivement ou négativement, n'a jamais affirmé ou infirmé que cette partie-là n'était pas dans le rôle du médecin du travail. C'est qu'une interprétation juridique en amont, mais il n'y a pas eu on n'a pas tranché le litige. Alors, en conclusion, et ma conclusion pour moi sur cette affaire-là, c'est que le trajet, on a un devoir d'information au minimum pour le salarié. On a un devoir d'information. Et que si le salarié veut bien qu'on discute de ce trajet et qu'il a compris les implications, parce que parfois il peut travailler mais il ne peut pas faire le trajet, alors on doit partager avec lui toutes les aides possibles. En revanche, doit-on aller jusqu'à l'inaptitude lorsque seul le trajet est contre-indiqué? À mon sens, aujourd'hui, c'est difficile. Mais encore une fois, peut-être que demain, la jurisprudence sera le contraire. Donc, ce n'est pas très tranché et très clair ce que je vous dis, mais néanmoins, je suis bien obligée de vous dire l'état du droit aujourd'hui. Donc, moi, je dirais que quand il y a l'inaptitude, à la clé, parce que le trajet est impossible, je me dis qu'en tant que médecin du travail, le mec, il a signé un contrat et il savait où il travaillait et où il habitait et que si jamais il est plus en état de venir au travail, c'est à lui de le dire à son employeur et c'est pas au rôle du médecin du travail. C'est un peu pas terrible hein, ce que je viens de vous dire, j'en mesure les limites, mais c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui parce que effectivement, j'ai parfois dans ma vie donné des avis d'inaptitude parce que le salarié disait effectivement je peux pas faire le trajet et sans ce trajet-là, moi je peux plus travailler. Et comme il n'y avait pas de covoiturage, pas de financement possible, etc., bah, ça a abouti à une inaptitude, mais concertée, on va dire. Maintenant, si ça avait été contesté, peut-être que ça aurait été comment dirais-je, l'occasion de comprendre qu'effectivement, ce n'était pas mon rôle. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'avis de juges qui disent le contraire. Et je vois que Kevin a reposé une question. Dans l'exception avec le cadre du handicap et le trajet domicile-travail, comment avancer les éléments sans dévoiler de secret médical? Eh bien, pareil, si le salarié a dit à l'employeur qu'il était reconnu en termes de travailleur handicapé, eh bien, vous dites dans vos préconisations que vous avez besoin de tel aménagement, peu importe comment il soit financé. Et ensuite, dans le cadre de la discussion avec le partenaire de financement, l'employeur fera appel à la GFIP et là, avec le salarié d'accord pour le parcours de maintien d'emploi, vous aurez l'occasion d'échanger là-dessus. Bah, je crois que j'ai épuisé les... Ah non, il y en a une dernière. Il y Alors, a attendez, parce deux, que moi, je suis obligée de partir à 19h30. Donc, je réponds aux deux dernières, peut-être. cinq Catherine, minutes. qui dit, si on ne peut joindre l'employeur pour une adaptation de poste, peut-on faire juste des préconisations sans faire une annexe 4? Ah non. Ah oui, vous voulez dire en attendant, peut-être, Catherine, c'est ça? Catherine, vous voulez dire en attendant, c'est ça? Oui. Oui, Oui. ok. Ok, donc en attendant, oui, parce que vous allez les dire à aux salariés, vous allez les écrire en disant bien aux salariés que c'est après échange avec l'employeur que vous allez les concrétiser dans la vie. Bien entendu, il ne faut pas que vous changiez à 180 degrés, hein, parce que si vous changez à 180 degrés, ça veut dire que vous rappelez le salarié dans l'intervalle en disant, j'ai eu l'employeur et pour telle raison, je vous dis comment je vais l'écrire, parce que c'est échange avec le salarié et l'employeur. Donc il ne faut pas que vous ayez un son de cloche avec le salarié, vous écrivez des préconisations que vous pouvez ajuster évidemment secondairement avant de les écrire et de les réenvoyer. Mais par contre, vous ne changez pas complètement d'avis, hein, parce que là, autrement, ils vont se dire, bah, il est à la botte de l'employeur. Donc oui, vous avez juridiquement le droit, mais attention à la forme que ça va revêtir. Et puis enfin, Étienne qui dit, peut-on revenir sur une préconisation si après la mise en œuvre par l'employeur, ça s'est révélé inapplicable en posant des problèmes pour le collectif? Alors là, bonne question. Étienne, eh ben, en fait, ce qui doit se passer, c'est que si jamais l'employeur vous dit, écoutez, c'est impossible, ou que le salarié vient vous dire c'est impossible.
vous téléphonez à l'employeur et vous dites à l'employeur, écoutez, là, pour des raisons collectives et de fonctionnement pour les autres salariés, c'est pas possible, donc je veux que vous me l'écriviez par écrit, parce que le Code du travail exige qu'il y ait une justification par écrit en cas d'impossibilité manifeste. Et moi, je reprends ma décision de savoir comment j'adapte ma décision future. Donc oui, vous pouvez changer secondairement après que l'employeur vous ait fait un écrit sur l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les préconisations. Et est-ce qu'on doit revoir systématiquement le salarié? Alors, pas forcément le revoir physiquement. C'est l'occasion de faire une téléconsultation. C'est l'occasion de faire une consultation par infirmière, le cas échéant, parce qu'il faut quand même lui expliquer au salarié. Parce qu'autrement, il va rien comprendre, hein. Il va croire que voilà, on lui enlève entre guillemets un avantage qu'on lui avait promis, etc., etc. Vous voyez, donc il faut réexpliquer en tout cas la situation au salarié. Voilà, bah, j'espère qu'en tout cas ça vous a intéressé et que ce format un peu court comme ça répond bah, à vos préoccupations. Et puis n'hésitez pas encore une fois. D'accord? Ah bah, tout à fait. Encore une fois, Sophie, c'est toujours pour nous les internes une profonde fierté, un immense plaisir que de t'avoir qui répond à nos questions. Oh, mais quel flatteur! Toujours. Mais surtout, en fait, dans le fait, là, je regardais un peu les participants et je reconnais beaucoup de phase socle et également de deuxième année. Beaucoup d'internes lillois aussi, ça fait plaisir. Et Euh, des Marseillais aussi. Ah, en plus, oui, oui, bah ça, les gens sont motivés, se sont pas mal motivés. Donc ça, voilà, c'est vraiment très, très agréable d'avoir justement eu un peu de ton temps pour nous aider dans notre pratique future. C'est toujours un plaisir. alors, merci beaucoup, Nicolas. Et puis, tu sais comment j'apprécie de pouvoir discuter avec chacun d'entre vous. Juste pour vous dire que pour les plus jeunes, peut-être que ça peut vous paraître un peu touffu, mais n'ayez pas peur, hein, parce que tout le monde est passé par là, nous aussi, hein, et que c'est avec des choses comme ça, et au fur et à mesure, ça se reconcrétisera avec vos expériences futures, je pense. Donc, voilà, donc n'ayez surtout pas peur. Hein, ça... Et merci à tous les gens qui m'ont dit merci. Là, je ne remercie pas individuellement, mais merci à tout le monde. Et encore, belle soirée à chacun. Merci. Et juste, je préviens, le prochain webinaire avec du coup le professeur Ah Anthony oui, Canter, dites-moi, c'est quand que je vérifie bien que je c'est, l'ai. alors, notez tous dans vos agendas, c'est le 18 décembre. Alors, 18 attendez, décembre, attendez, je vérifie que je l'ai bien. 18 Ah oui, je décembre, l'ai. c'est noté? Et c'est sur quoi? Oui, je l'ai noté. Et c'est sur quoi déjà? Parce que moi, je n'ai pas marqué. Alors, bonne Ah, question. Je- invalidité, inaptitude, maladie professionnelle et dossier médical en santé de travail. Voyons, vaste C'est programme. ça, invalidité, inaptitude, maladie professionnelle, comment s'y retrouver. Et on fera une mise au point sur le dossier médical en santé au travail et sur le droit à la prescription. Un peu un topo sur tout ça. Si vous voulez, on repasse sur le même format. C'est une demi-heure de présentation, une demi-heure de questions. Ça vous va? Je pense que c'est Oui, très c'est très bien bien. comme ça. Parfait. Eh bien, écoutez, à bientôt alors. Et bonne Merci. soirée à chacun. Au Merci, Merci revoir. bonne beaucoup. soirée. Au revoir. Bonne soirée. Hop. Et pour les internes qui restent encore, j'en profite parce qu'on a la chance d'avoir le docteur, alors ça c'est un peu rajouté en plus, un de nos partenaires, le docteur Quentin Nocture, qui va présenter, donc dans la continuité, si vous êtes encore intéressé, un programme qui pour nous semble particulièrement utile dans la santé au travail. On en parlait un petit peu avec le professeur Fantoni, ça va permettre une bonne continuation sur, bah, je ne vais pas vous spoiler, je vais laisser en parler. Donc, je répète, docteur Quentin Nocture qui va présenter Ravail. Je Ouais, vous laisse la merci beaucoup Nicolas pour cette introduction et merci à tous ceux qui sont restés. Donc en effet, on a proposé à l'ANIM la mise à disposition pour les internes de comptes pour accéder à l'outil Ravail, qui est en fait un outil qui découle de mon travail de thèse. Donc je vais vous partager l'écran pour vous montrer quelques diapositives. On était présent sur le congrès SFST cette année, donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cela. Donc je vais juste vous montrer ça. Et donc, c'est un travail qui fait suite à ma thèse, donc, que je disais, j'ai soutenu au mois de mars, sur la visite de fin de carrière. Donc, la visite de fin de carrière, c'est quelque chose qui aussi, finalement, est très dense, puisque ça retrace de toutes les expositions professionnelles potentielles sur l'ensemble de la carrière des salariés, et pour s'interroger sur des potentiels effets différés et tous les suivis qu'il faut mettre en place en regard des recommandations HAS. Donc, à l'époque, j'avais fait 29 guides d'exposition, et, euh, et j'ai soutenu cette thèse, mais il y avait quand même un certain nombre de limites qui ont débouché finalement un concept logiciel qui viennent pallier à ça, le fait qu'il y ait trop de guides, que finalement il y a beaucoup de poly-exposition et que des guides papier, groupe d'exposition par groupe d'exposition, ça suffisait pas à répondre à ce qu'il faut. Et donc est né le concept logiciel EasyVFC qui est développé par Ravail, donc qui n'est plus un concept maintenant, qui est un logiciel existant et qui traite pas seulement de la visite de fin de carrière, parce qu'en fait, cette problématique-là, c'est quelque chose qui existe et qui suit toute la vie professionnelle du salarié, puisqu'on s'interroge normalement dès le début, dès la visite d'embauche,
sur les antécédents professionnels pour savoir finalement quand débuter les suivis, qui souvent dépendent de la date de début d'exposition et non pas de la date du jour où vous réalisez la visite. Donc en fait, comment on a fait ça? Tous les guides qui ont été créés dans le cadre de ce travail de thèse, ils ont été convertis au format base de données et on les a donc alimentés avec la connaissance scientifique issue des recommandations à date de sociétés savantes, telles que mentionnées typiquement dans les journées SFST qui étaient dédiées à la visite de fin de carrière. Et ça aide à générer tous les documentiers pour ce type de visite. Mais ce qui va nous intéresser, nous, en tant qu'interne et docteur junior, c'est qu'en fait, c'est une véritable encyclopédie dynamique qui va utiliser finalement toutes les ressources mises à disposition par présence et donc connectées maintenant à ces recommandations-là pour analyser un parcours, un cursus professionnel ou des métiers que vous ne connaissez pas forcément dans le détail pour savoir à quelles tâches ils vont exposer, quelles expositions potentielles ça va pouvoir donner, pour quelles raisons, et ensuite automatiquement vous dire quels sites de cancer sont associés à ce parcours professionnel, quelles co-expositions rechercher pour mieux évaluer le risque correspondant à ces différents sites, et vous préconisez en tout cas que vous soyez sûr de ne pas passer à côté d'un suivi qui serait préconisé par certaines recommandations, tout en vous citant les sources, et guider aussi l'examen clinique en vous disant, OK, vous tracez telle exposition pour tel métier parce qu'il a fait telle tâche, donc il faut rechercher telle ou telle maladie par tel ou tel symptôme que vous pouvez là aussi tracer. Donc voilà, bon, ça c'était ce que j'avais présenté au congrès pour juste vous expliquer comment ça marche. Après, je vais vous montrer en 5 minutes le logiciel rapidement. Donc, on recueille le cursus laboriste de manière thésaurisée, ce qui nous permet d'embrayer sur les matrices emploi-tâches de présence. Donc, on a une liste de 1500 métiers, qui est quand même assez large, hein, plus quelques métiers qu'on a rajoutés parce qu'ils étaient dans les recommandations et ils n'étaient pas mentionnés dans les matrices de présence. Ça interroge sur les tâches, on met ou on retire en gros les tâches que le salarié n'aurait pas fait, et ça va affiner grâce à une matrice intermédiaire tâches-exposition la suggestion d'exposition potentielle en fonction de la réalité du terrain telle que décrite par le salarié. Et du coup, tout ça va nous permettre d'embrayer sur le guide dynamique avec des données, on va dire, qui permettent de compenser le manque d'informations qu'on a souvent parce que les salariés ne savent pas forcément justement ce qu'ils ont rencontré par le passé. Nous, surtout quand on débute, on ne le sait pas forcément aussi. Mais là, on se raccroche aux données collectives pour essayer d'avoir des données qui soient le plus exhaustives possible, sachant que l'idée, c'est vraiment de se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose d'utile à mettre en place pour le salarié, tout en gérant finalement le niveau de fiabilité des informations qu'on a, pour pas générer à la fin des documents qui disent, bon, on certifie qu'il a été exposé à ça, alors que c'est que du déclaratif. Mais pour autant, c'est pas parce que c'est du déclaratif qu'il n'y a pas un suivi à mettre en place derrière. Et donc, c'est bien ça quand même qu'il faut souligner. Donc, je vais passer à la démonstration rapide du logiciel pour vous montrer comment ça se passe en pratique. Ouais, je suis un peu gêné par la barre ici. OK. Donc, en gros, on est sur le site de Ravail. Ravail, vous tapez ça dans Google, vous y accédez directement. On vous enverra un mail dès lors que vous êtes adhérent à la NIMT pour que vous puissiez justement créer un compte, modifier le mot de passe qui vous sera envoyé de base, comme ça se fait systématiquement. Et après, vous n'aurez plus qu'à aller sur le site Ravail, à vous connecter, et vous pourrez cliquer et créer en gros 3 types de visites distinctes qui vont de la visite de mi-carrière à la visite de suivi post-exposition ou de fin de carrière. La seule différence entre la fin de carrière et les autres, pour l'instant, en tout cas à ce stade, étant qu'il n'y a que les suivis post-exposition pour la fin de carrière, alors pour les autres, il peut aussi y avoir des suivis per-exposition, comme vous le savez peut-être déjà. Pour la styliste, par exemple, c'est pas la même chose en post-expo qu'en per-expo. Et donc, si vous vous en servez un peu à viser encyclopédique pour un métier que vous ne connaissez pas bien, il vaut mieux prendre les mi-carrières ou les post-expo comme base. Donc là, on va faire un exemple très rapide et très caricatural. On crée une nouvelle visite donc de mi-carrière. Ça vous met, bon, si vous voulez l'utiliser en pratique réelle, dans le DMST, puisque c'est un logiciel complémentaire, le logiciel métier, vous pouvez tracer l'identifiant de visite dans le DMST. Vous mettez le sexe parce que les suggestions vont être aussi orientées en fonction de ça. Donc là, on va mettre une femme parce que je vais vous montrer le dépistage, hein, aussi les ordonnances de dépistage et tout ça. Je vais vous montrer ça. Donc, on va mettre par exemple un désamianteur. Ça vous aide, vous le choisissez juste dans la liste, vous mettez si c'est basé que sur les déclarations du salarié ou pas, si c'est son métier actuel, combien de temps il a fait ça, et vous pouvez remonter comme ça en cascade. Donc ça vous aide vraiment à cibler et à saisir rapidement ce cursus. Automatiquement, il va vous dire, voilà, bon, le désamianteur, les tâches suggérées par présence, c'est ça. Sauf que comme elle ne suffisait pas forcément à expliquer toutes les expositions suggérées par présence, Travail en a rajouté quelques-unes. Et donc du coup, si vous les avez retrouvées, eh ben, vous pouvez aussi les cocher. Et du coup, ça va vous proposer dans l'onglet de suggestions des expositions. Donc là, je vous montre pour un métier. Mais s'il y en a deux, trois, ça va tout faire automatiquement et vous allez avoir toutes les données dynamiques en fonction de la période d'exposition décrite. Il va vous dire, bon, ben voilà, il y a des boucliers verts face à chaque exposition puisque vous avez coché toutes les tâches. Et donc, du coup, quand vous passez la souris dessus, il va vous dire pourquoi il suggère l'amiante. Ben voilà, vous avez nettoyé le chantier après des amiantages. Donc,
forcément, ça a pu être exposé. Ça va aider à une meilleure caractérisation des expositions qui va automatiquement être mise dans les comptes rendus et donc aider à justifier en gros la plausibilité de ce qu'on dit, à éviter que ce soit contesté. Donc ça, c'est l'idée principale. On a, comme je vous disais, la cartographie des facteurs de risque professionnel des sites de cancer à risque. Donc là, vous voyez, on a les expositions suggérées par présence et automatiquement, ça vous dit les sites de cancer. En orange, ceux qui ont un niveau d'indication limité et en rouge, ceux qui ont un niveau d'indication suffisant d'après les monographies du CIRC. Donc toutes les monographies ont été intégrées ici. Et donc là, il va vous dire, en passant la souris dessus, pareil, voilà, il y a 2 facteurs de risque de cancer du poumon, l'amiante, la silice cristalline, avec un niveau du coup qui est suffisant. Et automatiquement, il va vous aider à guider votre interrogatoire sur les cofacteurs de risque pour tous ces sites de cancer professionnel. Et là aussi, bah, ça vous permet finalement dès le début, moi c'est comme ça que je m'en servais en consultation, mais d'axer notre discours avec le patient plus evidence-based medicine. Et souvent, les salariés, quand ils viennent en médecine du travail, ils s'attendent pas à avoir un discours scientifique comme ça, où on leur parle de recours, on leur parle de monographie du CIRC, etc. Donc bien sûr, on convertit un peu pour simplifier le dialogue, mais toujours est-il que voilà, ça donne de la crédibilité aussi à ce qu'on dit. Et ça aide aussi à mieux cibler la prévention sur les facteurs de risque modifiables, comme par exemple, là, il va vous dire, OK, interrogez-le sur les conduites addictives, il a un cycle cancer du poumon, est-ce qu'il fume ou pas? Et vous avez différentes rubriques qui sont résumées, est-ce qu'il a eu un cancer colorectal ou pas, parce que ça croise avec un des sites de cancer qui était justement relié ici, comme on va le voir, à l'amiante, justement, qui a un niveau d'indication limité. Donc ça, c'est pour les co-expositions. Après, vous avez plein de choses. Je ne vais pas vous passer sur tous les onglets parce qu'on aura probablement l'occasion de reprogrammer des événements dédiés à la présentation du logiciel pour ceux qui le souhaitent. Justement, vous accompagner, tester sur certaines visites, répondre à vos questions et voir dans le détail en quoi ça peut vous aider. On a aussi un onglet de documents consultés qui va vous dire quel document est réglementaire ou pas l'a été pendant la période d'exposition du salarié et justement quelles expositions sont concernées par tel ou tel document. Donc ici, pour l'amiante, il va vous dire, OK, fiche d'expo à l'amiante obligatoire depuis 2012 parce que vous avez tracé qu'il était exposé, si c'est le cas. Et si vous l'avez vu, vous pouvez noter que vous l'avez bien. Je vous parlais de l'examen clinique orienté aussi. Donc justement, alors là, je vais switcher sur la version prod parce qu'elle est un peu plus avancée que la dev. J'étais sur la dev là. En gros, bah voilà, vous avez les appareils qui sont mentionnés, je vais zoomer un tout petit peu, qui croisent avec les expositions professionnelles. À chaque fois, on vous dit les maladies liées, les expositions concernées et les éventuels signes et symptômes que vous pourriez retrouver. Et du coup, bah, en l'occurrence, vous pouvez marquer des signes positifs ou négatifs et ça va vous allumer les appareils qui pourraient croiser avec un signe ou symptôme que vous aurez retrouvé pour justement porter votre attention à différents endroits en fonction de tout ça. Le plus important finalement pour nous aider à prescrire des suivis qui soient adaptés, c'est de bien évaluer l'intensité d'exposition telle que préconisée par les recommandations. C'est pas toujours cadré en médecine du travail, mais quand ça l'est, il faut pas passer à côté. Et là, l'avantage, c'est que justement, on a mis, comme je vous disais tout à l'heure, toutes les données de la littérature dedans, de sorte à ce que ça vous dit, bon, attention, il a été désamianteur, il a fait ça pendant plus d'1 an, donc il a une exposition considérée comme élevée et continue, d'après les critères de la conférence de consensus 99, et ben, ça permet automatiquement de le classer en élevé. Et de ça va découler automatiquement le suivi derrière, parce que quand on a l'intensité, on a le suivi. Et à chaque fois, ça vous rappelle voilà, quel métier a croisé telle exposition, pour quelle tâche, pour mieux vous faciliter la tâche de caractériser et faciliter aussi l'édition des courriers et l'orientation vers les centres de pathopro. Bon, alors après, il y a des fonctionnalités un peu avancées. Pour le risque hyperbare, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui suivent, mais typiquement, s'il y a un accident d'exposition, ça modifie le suivi. Donc, si vous le cochez, bah, ça vous dira automatiquement le suivi préconisé. Pour les dépistages, parce que c'est quand même important aussi à visée de santé publique, on a du coup un onglet dédié pour vous faire une ordonnance de dépistage automatique à la fin, qui va automatiquement qui va vous suggérer quelles questions poser et vous donner le niveau de risque et le suivi actualisé en fonction de ce que vous avez recueilli euh, et du niveau de risque retrouvé. Donc ça, c'est important notamment voilà, pour le mélanome, par exemple, on ne pense pas souvent à interroger là-dessus. Mais en tout cas, c'est important et ça peut avoir un impact fort en matière de santé publique. Et pour terminer, on a bien sûr tout ça qui va être dans une forme qui va vous aider donc en consultation aussi, et même vous permettre de générer des ordonnances de prévention là aussi qui sont dynamiques. Donc vous avez en gros votre, euh, votre exposition qui a ou pas un suivi recommandé. Alors je sais pas ce qui s'est passé, puis il y avait j'ai peut-être dû modifier le suivi préconisé. Je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas. Bon, c'est la version de développement. Je vais repasser sur la version de prod à laquelle vous aurez accès. Mais en gros, vous avez
le suivi préconisé qui est ici, avec l'amiante qui est marqué à une intensité globale élevée, le niveau de certitude qui correspond au niveau de fiabilité de ce que vous donnez comme information. Est-ce que c'est que les sources du salarié? Est-ce que vous avez pu vous baser sur des documents ou pas? Et vous allez avoir automatiquement le résumé des suivis recommandés, le type d'examen, la fréquence, à partir de quand il faut le commencer, et la raison pour laquelle vous le prescrivez. Et tout ça va être dérivé dans différents courriers types, etc. On va vous remettre les signes et symptômes que vous avez retrouvés, si vous avez orienté ou pas vers un centre de pathopro. Et vous pouvez même aller au-delà en ayant le détail par groupe d'exposition, où là, il va vous dire, OK, parmi le groupe amiante, qu'est-ce que vous avez tracé comme sous-expo? Quelle est leur classification CMR? Quel est le détail et la source du suivi? Quelles sont les périodes d'exposition, les métiers et les tâches que vous avez croisés? Et quels sont les tableaux de maladies professionnelles qui sont en rapport? Donc, c'est pour ça que moi, en tout cas, je m'en sers beaucoup en pratique courante, surtout quand vous êtes amené à avoir des CIR, mais ça concerne finalement pas que les suivis individuels renforcés, puisque typiquement pour la visite de fin de carrière, par exemple, ceux qui l'ont été par le passé sont aussi éligibles. Et donc, même pour la mi-carrière, pour moi, c'est important de faire un tour de cursus laboriste, typiquement avec des outils comme ça, parce que régulièrement, on repêche des suivis à côté desquels les gens sont passés. Ils ont été apprentis menuisiers pendant un an avant de faire autre chose. Bah ouais, mais du coup, ils sont éligibles au suivi par nasofibroscopie tous les 2 ans après un délai de 30 ans. Bah voilà, bah, si on n'a pas questionné, on ne le sait pas forcément. Donc voilà, et sur la dev, ouais, une dernière fonction qui sera bientôt disponible en prod avant que je laisse la parole, c'est, si je veux bien pas me gêner pour ça, voilà, c'était, pardon, c'est une petite caméra qui me vient pour la navigation. C'est l'ordonnance de dépistage, donc de dépistage et de prévention, puisque là, vous avez pu voir peut-être sur le site de Présence qu'il est sorti 1500 ordonnances de prévention, en gros une par métier. Là, en gros, c'est les mêmes ordonnances de prévention de présence, mais qui sont cette fois dynamiques. Donc, en fonction du sexe, on va vous retirer les conseils qui ne sont pas adaptés. Et en fonction des expos que vous avez retirés, on ne vous mettra pas non plus les conseils inadaptés. Et on va même aller au-delà très prochainement en mettant des conseils plus ciblés sur est-ce qu'ils fument ou pas et guidés justement sur les facteurs protecteurs de manière un peu plus détaillée que Présence propose avec ces mesures assez génériques, mais voilà, qui sont déjà sur mesure, filtrées et qui du coup sont d'autant plus intelligibles par les salariés. Donc, si tout ça vous intéresse, voilà, il suffira juste de vous connecter avec le mail que vous recevrez prochainement. Ça marche. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Tout bêtement, encore une fois, Rava, il faut l'interpréter comme vraiment, véritablement un outil futur dans lequel, alors bah, moi, j'encourage beaucoup de suivre son avancée pour voir un peu à quoi ça va ressembler dans les années à venir aussi. Afin, voilà, le but, ce soit une aide en particulier pour notre pratique future. Alors, je ne sais pas du tout si Zoom va s'arrêter d'un seul coup ou pas, dans le sens où on a mis la réunion qui se termine à 19h45. Bon, si c'est le cas, voilà, faudra pas s'inquiéter. Euh, mais bon, en tout cas, c'était encore une fois vraiment très 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 agréable d'avoir un débat NIMT aussi bien réussi. Les gens se sont vraiment montrés présents, que ce soit pour l'intervention du professeur Fantoni, que également pour la présentation de ce nouvel outil qui, je l'espère, aboutira vraiment à une pratique qui permettra de faire toujours remonter encore et toujours la médecine du travail. En l'occurrence, vis-à-vis de Ravaille, bon, ça, je laisserai les gens se renseigner également un peu par eux-mêmes aussi, dans le sens où là, on a essayé d'être un peu un tremplin pour cet outil, mais bon, ça, j'imagine que vous allez travailler également en parallèle. Et bah voilà, et puis merci beaucoup à Priya d'avoir organisé tout ça. Toujours de main de maître. Voilà, c'est toujours un plaisir d'organiser ça pour ce genre d'intervention pour les internes, en particulier aujourd'hui, 2 semaines après le début des stages, notamment pour les phases socles. Bah voilà, c'est toujours un très grand plaisir pour moi et pour vous tous, j'imagine. Et bah c'est Je, tout bon, je je pense qu'on va... tenais à Oui. remercier toute l'équipe de l'ANIMT aussi pour faire la communication, pour avoir organisé ce débat NIMT avec moi et ben, on a fait tout ça ensemble, hein. Voilà, tout à fait. C'est que ce soit Céline pour la Ouais, com, Noémie pour c'est avoir ça. prévenu les autres internes également, Charles et Noémie pour vis-à-vis de Ravail justement d'avoir permis cette intervention également aussi. Bref, voilà toute l'équipe de la NIMT. Encore une fois, on est très fiers d'être un peu de fédérer justement pour les internes de médecine du travail. Chaque année, l'association prend un peu plus d'amplitude. Toujours les RNP qui auront lieu donc prochainement. On vous mettra la date lorsqu'on sera sûr.
Euh, Puis pareil, le bureau de la NIMT qui s'investit de plus en plus, là j'en profite, si vous n'êtes pas inscrit donc sur les newsletters, que ce soit sur Facebook, sur Instagram pour la communication, également beaucoup sur LinkedIn en ce moment, pour avoir les... Alors sur LinkedIn, forcément, c'est moins la communication des événements et un peu plus le côté un peu sérieux, carré, stricto sensu, véritablement. Voilà, là on a pas mal de membres du bureau de la NIMT qui sont allés récemment donc à Assemblée nationale, Sénat, en collaboration avec l'ISNI pour pouvoir faire valoir les droits des internes et toujours un peu plus particulièrement les droits des internes en médecine du travail. Donc voilà, on se motive toujours énormément pour vous et c'est toujours un plaisir pour nous justement de travailler sur ce genre de dossier. Et bah 19h47, je pense C'est que bon. est-ce que Priya a quelque chose à rajouter? Non, et bah très bien. Rien de plus. Je tenais à remercier tout le monde d'avoir été présent et c'était très bien pour un premier webinaire. Des bonnes Exactement, je trouve qu'on années. s'en est plutôt C'est pas mal génial. sorti, hein, Ouais. c'est vraiment super. Et bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis Bonne soirée à tous. une bonne semaine à suivre pour la suite. Merci beaucoup. Bonne soirée à Au tous et revoir. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.